Il est 19 h, on va commencer la conférence. Donc, merci à tous d'être présents ici ce soir. Je ne sais pas si l'amphithéâtre a déjà été aussi plein, mais en tout cas, c'est l'occasion, avec la présence de M. Jacques Attali. Merci à notre partenaire, Moneta Asset Management, et à l'ENSAE de nous donner les moyens d'organiser ces conférences. Excusez-moi, mais vous parlez d'un partenaire financier. Je ne sais pas ce que ça sous-entend, mais il est évident que je suis là bénévolement. Bien sûr, bénévolement. Non, il finance seulement le buffet et les taxis des intervenants, mais nous n'avons pas payé vos taxis. Et surtout, donc, merci à vous, Monsieur Jacques Attali, de vous être déplacé jusqu'ici pour discuter avec nous, bénévolement, pour discuter avec nous de ce qui nous rapproche, vous et les étudiants de l'ENSAE, l'économie. La question de ce soir sera « Quelle économie voulons-nous » Il y a bien dans cette question l'idée que nous sommes acteurs du système économique dans lequel nous vivons et que nous sommes en capacité de le construire. Face aux enjeux d'une économie mondialisée et financiarisée, voulons-nous nous laisser écraser par les lois du marché ou voulons-nous laisser de la place pour que vivent nos valeurs? Voulons-nous que l'économie soit régie par des puissantes multinationales échappant au contrôle des États ou voulons-nous une démocratie forte capable de tenir tête à celle-ci? Voulons-nous rentrer dans la logique de consommation de masse et rendre la seule planète que nous avons invivable après avoir épuisé toutes les ressources de la planète et rendu l'air irrespirable? Ou voulons-nous une économie responsable et écologique? Et si oui, concrètement, que fait-on et comment le faisons-nous? Quelle économie voulons-nous? Voilà une question que vous avez souvent dû vous poser. Cette question est en vérité à la croisée de vos champs d'intérêt, entre le politique, l'économique et la réflexion. Pour vous présenter rapidement, et n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, vous intégrez l'IX après avoir été au lycée Jean Fonsaï à Paris. Vous sortez major de l'IX et vous continuez votre chemin aux Mines, à Sciences Po, puis l'ENA, pour finir avec une thèse en sciences économiques à l'Université de Dauphine. Dès 26 ans, vous publiez vos premiers ouvrages. Vous êtes aujourd'hui à plus de 70 ouvrages entre essais, biographies et romans. Votre étroite collaboration avec François Mitterrand commence en 1973. Vous dirigez ses campagnes en 1974 et 1981. Et en 1981, vous devenez le conseiller spécial de François Mitterrand. Vous occupez le bureau des aides de camp qui jouxte le bureau présidentiel. Pendant 8 ans, vous êtes au plus proche du pouvoir. En 1989, vous fondez la Banque européenne de reconstruction et de développement à destination des pays de l'ancien bloc soviétique. Vous en êtes le président avant de démissionner au bout de 2 ans, en 1993, ce que certains décrivent comme votre plus grand échec. Bien sûr. Vous lancez en 1998 Planète Finance, qui deviendra Positive Planète, une organisation aujourd'hui présente dans 40 pays qui finance, conseille et forme plusieurs centaines d'institutions de microfinance et des milliers de micro-entreprises. Vous avez également conseillé les présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Sous Nicolas Sarkozy, vous avez dirigé la Commission pour la libération de la croissance française, qui avait pour rapporteur un jeune de 29 ans, un certain Emmanuel Macron. Sous François Hollande, vous avez dirigé le groupe de réflexion pour une économie positive. Vous nous en direz plus par ce que vous entendez par l'idée d'économie positive. Mais je ne vous cache pas que la question est maintenant, conseillez-vous ou allez-vous conseiller le président Emmanuel Macron? En tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez dit à Cyril Offray « Je déteste cet Attali qu'on me raconte. Si je le croisais, je ne lui serrerais pas la main. Je ne suis pas ça. » Et si, en 3 rapides questions, on voyait quel Attali vous êtes vraiment? Vous vouliez être le Raymond Aron de la gauche, un spectateur engagé, et avez refusé tout portefeuille ministériel, voire même de prendre la carte du PS pendant plusieurs années. Comment voyez-vous aujourd'hui votre rôle de conseiller qui conseille le politique? D'abord, merci de cette présentation. Je vais faire juste 2 corrections. Le détail. Je suis resté 10 ans avec François Mitterrand à l'Élysée, pas 8, et la date, c'est pas 2 ans, c'est 4 ans, et en fait, je ne considère pas du tout ça comme un échec. Je ne veux pas prendre cette présidence. Je l'ai prise pour une telle circonstance qui est que d'abord, je ne peux pas être à Paris, et je l'ai démissionné parce que je voulais vraiment rester. Mais je suis très fier de ce que j'ai fait, extrêmement fier et très heureux
cette institution, même si je n'étais pas convaincu de la façon dont elle a évolué dans les dernières années. J'ai toujours pensé que quand on essaye d'être un homme de réflexion, il faut aussi être un homme d'action. Et en effet, j'avais dit très jeune que je voulais être le Raymond Aron de la gauche. Pour vous qui connaissez sûrement pas Raymond Aron, c'était un très grand intellectuel, à la fois éditorialiste de l'Express, un grand professeur au Collège de France, un grand essayiste, et il était de droite. Moi, je me voyais plutôt comme devenant ça de gauche. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai refusé en effet plusieurs fois mon proposé une fonction ministérielle. Mais en même temps, à la différence de Raymond Aron, j'ai pensé qu'il fallait aussi très humblement agir, et pas seulement être un homme de réflexion. C'est pour ça que j'ai agi dans l'action politique, et aussi dans la création d'institutions internationales, où le public soit une forme d'ONG, puisque j'ai eu le privilège d'en créer 5. Je pense qu'il faut toujours avoir les deux. Une réflexion, parce que si vous réfléchissez sans agir, vous laissez les autres agir indépendamment de ce que vous avez réfléchi, et si vous agissez sans réfléchir, vous êtes la marionnette pour réfléchir de place. Donc voilà, j'essaie de faire les deux, aussi humblement et sérieusement possible, ce qui exige beaucoup de contraintes. Maintenant, mon rôle, aujourd'hui, il est à la fois de parler à la cantonade en écrivant des livres, des essais, des romans, des pièces de théâtre, etc. C'est aussi de venir vous voir, de parler avec vous, c'est aussi de lancer une initiative dont je vous parlais tout à l'heure pour faire en sorte que beaucoup de gens s'expriment. Et c'est en même temps l'effet de parler aux hommes politiques. Alors c'est très différent quand je suis de gauche, et quand je parle avec un homme politique de gauche ou un homme politique de droite. François Mitterrand était de gauche, j'étais son conseiller, avec, comme vous l'avez dit, Perrault à côté pendant 10 ans. Donc c'est très différent d'avoir accepté de former une commission bipartisane que j'ai présidée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puis ensuite, avec François Hollande, qui aussi était mon assistant à l'unité en 1981, d'avoir présidé une commission, en fait deux pour lui, ou d'ailleurs d'avoir présidé une commission aussi pour Lionel Jospin, qui a donné la réforme qu'on a appelée ensuite LMD, la réforme de l'enseignement supérieur. Et pour Bernard Emmanuel Macron, je suis en rien son conseiller, il se trouve que vous connaissez nos relations, elles sont ce qu'elles sont, et j'approuve, et j'appuie, et je fais autant que je pourrais la réussite de son mandat. Maintenant, extérieur à tout cela, j'agis de façon privée, confidentielle, pour me rendre utile dans différentes formes de négociations nationales ou internationales. Depuis vos premiers engagements politiques, vos premiers écrits, qu'est-ce qui vous motive le plus? Ces questions sont à la fois peut-être utiles pour vous, et moi ce qui me gêne, c'est qu'elles sont un côté narcissique, une force à dire des choses sur moi, mais ce qui me motive, c'est que j'ai toujours pensé que je considérais qu'être heureux n'est pas ma finalité première, et deux, faire en sorte que le monde soit légèrement moins barbare après moi qu'avant moi, est peut-être une raison de vivre. Donc j'ai toujours fait ça. J'ai commencé par être consultant pour les Nations Unies, fin fond de l'Asie. À 25 ans, j'étais 26 ans. J'étais consultant pour les Nations Unies en Iran et en Afghanistan, c'était très intéressant. Puis ensuite, j'ai créé Action contre la faim et d'autres institutions. Ce qui m'a motivé, c'est toujours essayer d'être utile et de faire en sorte d'aider que le monde soit un peu moins barbare. Voilà. Durant votre temps libre, assez rare, vous devenez chef d'orchestre le temps de concert. Cette capacité à lire 25 partitions en même temps, écouter de nombreux musiciens à la fois, être aux aguets, le désir d'influencer, de coordonner les bonnes volontés plutôt que d'imposer, et finalement être le grand horloger du monde le temps d'un concert. Cette image de chef d'orchestre, ne serait-ce pas la synthèse de votre personnalité? Je ne sais pas, je n'ai pas pensé en ces termes. D'abord, vous avez prononcé le mot temps libre. Bon, j'ai toujours pensé qu'il fallait que tout notre temps soit libre. Et moi, j'ai toujours refusé le moindre métier qui soit contraint. Je n'ai jamais rien fait qui soit libre. Parce que c'est un privilège. Je ne viens pas d'un milieu particulièrement privilégié, même si je ne viens pas d'un milieu de misère, loin là. Je n'ai pas hérité de fortune, mais j'ai fait en sorte d'être toujours libre de choisir le métier que je voulais faire, sur plusieurs principes: être utile, ne pas faire quelque chose qui pourrait être fait par quelqu'un d'autre, et m'amuser. Voilà, donc j'ai toujours fait ça, j'ai eu le privilège de pouvoir toujours le faire. Maintenant, en effet, la direction d'orchestre est une des rares activités à peu près narcissiques que je m'octroie, qui est très très difficile, qui en effet rassemble beaucoup de ces qualités que vous avez dites, et qui a une différence majeure avec le reste,
c'est qu'elle est extrêmement éphémère. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dirigé l'heure, pouf, c'est une bulle de savon, même sauf si elle marche tendance, ça reste une bulle de savon. Donc c'est vraiment vivre dans l'instant, l'intensité de l'instant, même si c'est le résultat d'un immense travail, parce que diriger un orchestre, c'est vraiment beaucoup de travail, quel que soit le concert. C'est beaucoup de travail, comme le reste, mais c'est un travail qui a une finalité de l'instant qui est exactement le contraire de ce que je fais par ailleurs, où j'essaie d'avoir une finalité qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on fait que ça. C'est une sorte d'absolu contraire de ce que je fais par ailleurs. Merci pour cette présentation. Maintenant, passons au vif du sujet. Monsieur Jacques Attali, quelle économie voulons-nous? On a 3 heures, c'est ça. Donc, moi je vais essayer de parler un quart d'heure, 20 minutes, puis ensuite répondre à vos questions et ne pas parler avec vous, ce sera. Quelle économie voulons-nous? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'économie? Qu'est-ce que c'est que vouloir? Et qu'est-ce que c'est que nous? Et c'est partir de ça, parce que je réfléchis au doigt, je ne sais pas bien, je vais préparer. D'abord, l'économie est inséparable du reste de la société. On ne peut pas parler d'économie si on ne parle pas du reste. On peut parler du politique, du social, du culturel, de l'histoire, de la technologie. Donc, pardon à ceux qui font ici des cours d'économie et qui croient que c'est le centre du monde. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne comprenez rien à l'évolution de l'économie. Si vous ne comprenez pas la sociologie, la psychologie, la philosophie. Donc, et une culture aussi vaste que possible, et comprenez ce que vous comprenez évidemment, que l'économie n'est pas une réalité en soi. Elle s'inscrit dans une longue ensemble à la fois dans l'espace, dans le temps. Prenez par exemple un pays, vous ne pouvez pas comprendre le pays sans connaître son histoire, sa culture, sa littérature. Il ne faut pas le comprendre sans connaître ses voisins, et sans savoir où il va. Et moi, souvent, quand je rentre dans un pays, et je le regarde, je ne regarde pas son économie. La première chose que je regarde dans un pays, c'est sa démographie, les familles, la place des femmes, l'évolution des relations entre les générations, ça va, première chose. La deuxième chose que je regarde, c'est sa gastronomie, parce que ça dit beaucoup de choses sur l'agriculture, sur la culture, sur le rapport au temps, sur le rapport au plaisir de vivre, etc., etc. Et puis la troisième chose que je regarde, ça va peut-être vous surprendre, mais pas tout à fait après ce que vous avez dit, c'est la musique. Vous regardez la musique dans un pays, la façon dont on fait, dont on écoute, dont on pratique, beaucoup de choses. Un pays, par exemple, où la musique n'est pas internationale, c'est un pays qui n'a aucune chance d'être un grand pays exportateur. Un pays où peu de gens font de la musique, c'est autant d'en faire, d'en jouer soi-même, c'est un pays qui a peu de chance d'être une vraie démocratie. Là, j'ai coupé mon téléphone. Il faut se prendre. Ce que j'ai coupé. Et la musique dit énormément de choses sur l'évolution de société. Vous prenez par exemple l'exemple de la France, qui a à la fois une démographie formidable, une gastronomie qui n'est pas si mal, et une musique qui n'est pas une plus grande du monde, mais quand même une histoire musicale, une vraie pratique musicale, indépendamment de ceux dont on a célébré, ou dont on s'est affecté du laisser récemment. C'est quand même un pays qui est un grand pays musical. C'est ça que je crois beaucoup à l'avenir de la France. Prenez l'Afrique, évidemment, démographie et musique qui sont déterminants, donc je crois beaucoup à l'avenir de l'Afrique. Prenez la Chine, grande démographie, déclinante, cuisine géniale, musique catastrophique. Je ne crois pas à l'avenir de la Chine. On peut faire court comme ça, mais vous voyez, je ne vais pas parler de seconde d'économie. Donc, quelle économie? Regardez le reste. Regardez l'histoire, regardez la sociologie, regardez la culture, regardez beaucoup d'autres dimensions. Quelle économie voulons-nous? Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez été extraordinairement honnête, parce que toutes les questions que vous avez posées, vous avez impliqué les réponses dans la façon dont vous posez les questions. Ça s'est vu. La prochaine fois, faites en sorte que ça soit moi. Ou alors faites de la politique, pardon. Donc, quelle économie voulons-nous? Nous voulons tous une économie aussi juste que possible, aussi répartie que possible, etc. Mais je vais en venir à voulons et nous.
Quand on regarde nos sociétés telles qu'elles sont, et telles qu'elles seront dans les 50 ans, dans lesquels vous allez au moins 50 ans vivre, j'espère 60, 70 ans, vous serez là, ce qui est fascinant dans notre conversation, c'est que vous serez tous là, j'espère, en 2080, 90, et que ceux d'entre vous qui seront profs enseigneront à des gens qui seront encore en activité en 2150. Peut-être que vous leur aurez transmis quelques éléments de ce que je vous dis maintenant. Donc vous voyez l'impact de long terme de tout ce qui va se dire, l'importance de l'enseignement. Nous sommes dans un monde qui est en train de devenir extrêmement particulier. D'abord pour la raison très simple, c'est que comme c'est la période où on vit, c'est forcément la plus importante, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait des gens avant nous, encore moins qu'on ait des gens après nous. Donc forcément le plus important, c'est quand on est là. Mais c'est aussi une période très particulière parce qu'il y a une globalisation du marché et pas une globalisation de la règle de droit. Le marché devient mondial, sans frontières tant géographiques que dans les domaines de compétences. Le marché n'accepte pas qu'on le limite à certains secteurs. Le marché considère que tout peut être accessible à lui. La défense, l'éducation, la santé, pourquoi il ne le fait pas là? Il va partout. Et il va partout géographiquement, il n'y a pas de frontières. Il est porté par sa liberté, qui est aussi d'ailleurs une liberté du mouvement des capitaux, mais aussi de liberté du mouvement des personnes, mais aussi du mouvement des idées. Le marché exige la liberté de mouvement des personnes, des capitaux et des idées, c'est la nature même du marché. Alors que la règle de droit est fondée sur une souveraineté territoriale, avec un parlement et des règles qui supposent des frontières, qui sont doubles, des frontières géographiques et des frontières de domaine de compétences. Le marché peut entrer dans le domaine de la santé, mais la démocratie ne peut pas entrer dans le domaine du marché, sauf à employer des lourds processus de nationalisation, des tas comme ça. Donc tout naturellement, par définition, par construction, on voit bien qu'il y a une contradiction qui est en train de se jouer entre un marché qui est de plus en plus global et une démocratie qui est de plus en plus limitée. Soit on va avoir une démocratie qui va changer de nature, devenir globale, soit le marché va redevenir local. C'est tout le débat sur populisme, autarcie, protectionnisme qui se joue en ce moment et qui s'est d'ailleurs joué à plusieurs autres époques. Une deuxième dimension très importante qu'il faut comprendre, c'est que le marché et la démocratie sont deux mécanismes qui sont fondés sur une idée majeure. C'est que, si vous regardez l'histoire longue de l'humanité, on a hésité entre trois utopies. La première utopie, c'est l'immortalité. Le religieux l'a tenté. La deuxième utopie, c'est l'égalité. La politique l'a tenté. Et la troisième utopie, c'est la liberté individuelle. Chacun veut être libre. Et pour faire court, dans ces trois utopies, celle qui est en train de l'emporter pour le moment, c'est l'utopie de la liberté. Tout le monde veut être libre. Ce qui est une illusion relative, parce qu'on n'est pas libre d'être né à l'autre moment quand on est né, on n'est pas libre d'être né ailleurs, il y a beaucoup de choses qui nous contraignent. Accessoirement, on n'est pas libre de vivre aussi longtemps qu'on voudrait, on est limité. Donc, nous sommes libres sous contrainte de rareté. Et la façon de gérer ces contraintes de rareté a été prouvée avec le temps, en 3000 ans à peu près. On gère la contrainte de rareté pour les biens privés par le marché, qui nous donne l'impression qu'on est libre sous contrainte de rareté, parce qu'on est libre de prendre des biens qu'on veut, ça dépend des ressources dont on dispose. Et pour gérer la liberté sous contrainte de rareté pour les biens publics, les biens collectifs, eh bien c'est la démocratie qui est le meilleur mécanisme, parce qu'on gère des biens rares, limités, mais avec des règles et procédures qui donnent l'impression qu'on est libre, on vote, on a des députés qui votent à notre place, etc. Ici, à notre place, on est libre, mais sous contrainte de rareté. Et donc on a inventé progressivement les mécanismes de marché de démocratie qui ne viennent pas par hasard. C'est des génies, des procédures géniales, de bricolage institutionnel pour organiser la liberté sous contrainte de rareté. Mais elles ont, j'ai dit, une contradiction entre marché et démocratie à l'instant. Mais il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est de comprendre que le marché et comme la démocratie, étant fondés sur les principes de la liberté, sont fondés sur le principe du droit de changer la vie. Je suis libre, donc je peux changer la vie. Et si je peux changer la vie, ça veut dire que rien n'est stable. Je peux changer de produit que je consomme, d'emploi que j'occupe, de salarié que j'emploie, de partenaire sentimental, de pays dans lequel je vis. Je peux changer de tout. Et donc progressivement, la liberté s'installe dans une sorte de dictature de la précarité. D'ailleurs, on le voit bien avec les contrats de travail qui sont de plus en plus brefs, les contrats sentimentaux qui sont de plus en plus brefs, avec toute une série de progressives dictatures de l'instant, qui est dans
contradiction avec l'exigence de long terme dans laquelle nous sommes. Et nous sommes progressivement en train de voir s'installer une domination d'un marché sur la démocratie, et d'un marché qui, comme la démocratie, mais parce qu'il est dominant plus que l'autre, impose une tyrannie de l'instant. Le produit change tout le temps, tout devient précaire. Voilà le monde dans lequel on va, et voilà l'économie. Alors, est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce qu'on peut faire autre chose? C'est toute la question de l'autre. C'est vraiment la question de l'autre. Si je prends un exemple d'une grande actualité qui est celui de Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, c'est la question de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que nous voulons imposer des décisions par la démocratie, qui pourraient être décidées, ou est-ce que nous voulons imposer des décisions, non pas par la démocratie, mais en fonction d'intérêts de long terme? Est-ce que c'est la démocratie qui peut le faire, ou est-ce que c'est des gens qui sont installés et qui imposent leur point de vue parce qu'ils sont sur place, de façon autoritaire? Et est-ce que la démocratie peut elle-même imposer une règle de long terme? C'est ça le grand enjeu dans lequel nous sommes. Quand on dit que nous voulons, il faut savoir qui est le nous et comment on peut vouloir. À suivre le discours que je viens de dire, on a l'impression qu'on ne peut rien vouloir. En réalité, on peut vouloir beaucoup de dimensions. D'abord, on peut vouloir chacun d'entre nous pour soi-même. Moi, j'appelle ça devenir soi. Il y a beaucoup de mécanismes, de règles qui permettent de choisir sa vie. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez décider de faire des choses que personne ne vous fait. Vous pouvez vivre votre vie, la choisir. Vous êtes en plus, par le hasard de la vie et votre travail, les deux. Le hasard de la vie, c'est que vous êtes né dans un milieu plus riche du monde, plus privilégié, né ou pas né, dans ce cas, vous êtes là. Et vous avez suffisamment travaillé pour être des privilégiés par le mérite, je ne dis pas les privilégiés par la naissance nécessaire. Donc vous êtes encore plus en situation que les autres, que les gens qui, à l'heure où nous parlons, sont en train de mourir de froid dans les rues de Calais, encore plus en situation de choisir votre vie. Choisissez-la. Ne faites pas, vous pouvez, quelle économie nous voulons, commencez par quelle vie nous voulons, choisissez-la. Prenez le temps qu'il faut, changez la vie, parce qu'on peut très bien vouloir plusieurs vies et changer la vie, mais vous pouvez le faire. Ayez un projet. Et si vous voulez avoir un projet qui ait du sens, puis après je passe à autre chose, pensez juste à une chose. Rappelez-vous ce que vous étiez quand vous aviez 5 ans. Voyez l'enfant que c'était. Posez cet enfant à côté de vous. Demandez-vous, et demandez-vous longtemps tout au long de votre vie, qu'est-ce que cet enfant va penser de vous. Et là, vous aurez un commencement de réponse sur ce que vous allez faire de votre vie. Puis après, au niveau collectif. Au niveau collectif, il faut... Je ne pense pas qu'on puisse vouloir sa vie sans vouloir être utile, parce que c'est la seule façon de réussir sa vie, c'est d'être utile. Je le disais tout à l'heure. Une vie égoïste, ça ne peut pas être une vie heureuse, en aucun moment. Donc, à ce moment-là, être utile, ça fait plein de choses. Ça peut être une façon d'intervenir pour que l'économie soit meilleure, soit parce que vous allez vous battre pour un sujet écologique, pour les réfugiés, pour le fait des choses concrètes. Quelle économie voulons-nous? Ça veut dire, soyez des citoyens, votez, engagez-vous, faites quelque chose, appartenez à un parti politique ou à une ONG, ou les deux, mais faites quelque chose. On n'est pas spectateur. Et enfin, le nous, c'est quoi? Alors le nous, c'est la famille, c'est jamais moi, c'est toujours nous. Et je suis content que vous ayez dit que vous nous nous, pas quelques nous, même si c'est difficile à dire, c'est mais je veux dire voulons-nous. Voulons-nous, c'est nous, c'est quoi? Nous, ça, c'est d'abord nous, la famille, c'est une collectivité. À vous de choisir les collectivités à laquelle vous appartenez, et vous pouvez appartenir, on peut appartenir à beaucoup de collectivités. On peut aimer une ville et soutenir un club de foot d'une autre ville. On peut appartenir à un pays et à un autre. Rien n'est exclusif. Toujours privilégier le « et » au lieu du « ou ». Et puis à la fin, quelle économie pour nous, c'est à l'échelle de la planète. Et là, on peut se trouver un peu désarmé à l'échelle de la planète. On peut avoir le sentiment que, bon, on peut rien, peut-être qu'on peut quelque chose à l'échelle individuelle, peut-être rien à l'échelle de la planète. C'est là où je glisse une petite chose que je voulais vous dire en passant, c'est que nous avons la fondation que je préside, Petite Planète. Nous tentons une expérience depuis 3 jours qui a duré 6 mois. On pose exactement cette question à tout le monde à la cantonade. Si vous allez sur le site upfortheplanète.org, vous verrez que vous avez la possibilité de voter, de choisir, de débattre sur les changements que vous voulez voir en économie, en social et en environnement. Et nous espérons avoir
au moins 1 million de réponses dans le monde entier, puisque c'est fait dans 20 pays, de façon à cristalliser des réponses qu'on essaiera d'aller porter aux dirigeants du G20 avant la prochaine réunion qui a lieu au mois d'octobre en Argentine. On essaye de montrer qu'on peut, si on veut, faire quelque chose. Non seulement face au marché mondial, ne pas se laisser dominer, comme vous l'avez dit, par les 30 entreprises, ou les idées qui courent, aussi ne pas choisir la résignation inverse, c'est-à-dire on ne peut pas, même au niveau mondial, il n'y a qu'à s'enfermer dans des frontières, ce que certains font, mais tenter à l'échelle globale d'avoir une règle du droit. Je ne dis pas un gouvernement mondial, ça n'a pas de... Peut-être que certains d'entre vous, si vous vivez assez âgé dans le cours du siècle prochain, vous verrez un gouvernement mondial. Je crois que ça viendra, pas à la place des gouvernements nationaux, un peu comme le gouvernement européen, qui est en plus, c'est pas à la place. On verra ça. Ou alors on aura un siècle barbare, ou ça aura lieu après un siècle barbare, comme on a construit l'Europe, qu'on aurait dû construire avant les 2 guerres mondiales du XXe siècle, on l'a fait après. Donc on peut très bien craindre qu'une règle de droit planétaire intervienne après les catastrophes, mais ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est que ça vient à la place des catastrophes. Voilà, donc c'est comme les poupées russes, vous pouvez intervenir à toutes les dimensions, vous pouvez faire en sorte. Mais si vous intervenez à toutes les dimensions, ça n'a de sens que si vous intervenez d'abord au sens de votre vie personnelle. Et votre vie personnelle ne prend pas de son sens si vous n'intervenez mais pas globalement. Voilà. Je réponds à vos questions. Merci beaucoup. En vous posant cette question, j'attendais que vous parliez de l'économie positive, que vous abordez le sujet. En fait, j'ai parlé que de ça. Oui, vous avez parlé que de ça, effectivement. Vous n'avez jamais utilisé le terme. Donc, qu'est-ce que c'est si vous avez une définition simple, qu'est-ce que c'est? L'économie positive, c'est une façon simple de résumer tout ce que j'ai dit. L'économie positive, c'est l'économie qui est au service des générations suivantes. Si vous agissez dans l'intérêt des générations suivantes, vous agissez dans le contexte de l'économie positive. Si vous agissez en fonction de l'instant, de votre intérêt immédiat, ce n'est pas l'économie positive. Mais les grands enjeux d'aujourd'hui sont ceux-là. Pour prendre un exemple simple, les parents qui font leur métier de parents, même si c'est un métier qu'on n'apprend pas à l'école, honorablement, font de l'économie positive sans le savoir, parce qu'ils agissent dans l'intérêt des générations suivantes. Ils font souvent des choix, ou ils devraient, ils le font parfois, où ils se sacrifient eux-mêmes dans l'intérêt de leur génération suivante. Ça, c'est l'économie positive. L'économie positive, globalement, c'est toute la collectivité, ce qu'on vient suivre. C'est-à-dire si elle met la priorité sur l'environnement, le recyclage, l'investissement, l'éducation, la santé, si elle n'oublie pas le futur, en condamnant les générations futures à gérer les choses de façon catastrophique. Ça renvoie à beaucoup de comportements individuels ou collectifs. Je citerai souvent, je vais citer, mais je vais les citer ici, trois proverbes ou trois phrases célèbres dans la vie politique française. Un roi de France qui disait « après moi le déluge », une princesse qui, avant d'être exécutée par la Révolution, disait « encore un instant, monsieur le bourreau », exactement ça, bien sûr, c'est la même chose. Et un homme politique de la 3e et de la 4e République qui résumait extrêmement bien le comportement des hommes politiques, mais aussi des hommes tout court et des femmes tout court, plus les hommes que les femmes, on en parle depuis longtemps, dans le refus de décider. Il disait, M. Ricueil, il n'est pas des problèmes qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Tragique. Ça veut dire, je laisse mourir les choses, ça finit par se décider tout seul. Ça veut dire que quelqu'un d'autre, c'est pas quelle économie voulons-nous, c'est quelle économie veulent-ils pour moi. Et c'est en général un comportement qu'on a, on laisse les choses se faire, on décide pas. L'économie positive, c'est consiste à prendre les choses à rapport et dire c'est peut-être pas le plus simple, mais je vais épargner plutôt que de dépenser. C'est peut-être pas le plus simple, mais je vais trier mes déchets plutôt que de pas le faire. C'est peut-être pas le plus simple, mais je vais choisir des consommations de poissons qui sont des poissons qui soient des poissons dont la pêche n'est pas tragiquement destructrice. Et en permanence, dans sa décision, tenir compte de l'impact de ce qu'on fait sur la vie. Si la société était ainsi, ce serait évidemment un monde idéal. La grande difficulté, c'est celle qu'on va voir dans les temps qui viennent, c'est que
c'est très difficile en démocratie d'agir dans l'intérêt des générations suivantes. Parce que la démocratie, encore je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'immédiat. C'est beaucoup plus facile en dictature d'agir dans l'intérêt des générations suivantes. Parce que le dictateur n'a pas de compte à rendre à ses élections. Et les modèles idéaux d'une société positive pourraient être une dictature politique, qui agirait en fonction des générations suivantes, et des entreprises nationalisées qui appartiendraient à l'État, qui elles aussi n'auraient rien à voir. Ou alors des entreprises familiales qui n'ont pas, aussi agissent dans l'intérêt des générations suivantes et qui n'ont pas de compte à rendre au marché. Évidemment, c'est une société totalitaire. Tout appartient à l'État, c'est une sorte de jeu Corée du Nord planétaire. On ne peut pas imaginer ça comme un modèle idéal. Et donc la grande question de demain, c'est comment concilier la démocratie avec l'économie positive. C'est pas évident. Il ne faut pas oublier que parfois, dans l'histoire, pour réaliser des modèles de société idéale, on est passé par des caricatures totalitaires. Aujourd'hui, il faudrait avoir au Parlement, à côté de l'Assemblée nationale, une chambre qui décide en fonction de l'intérêt des générations suivantes, ou que les parlementaires eux-mêmes soient suffisamment conscients de l'intérêt des générations suivantes, et pas seulement de leur intérêt de leur réélection la fois prochaine, pour décider en fonction de la... Mais ils ne sont pas élus pour ça. Ce n'est pas le critère de leur réélection. Donc, il faut progressivement créer cette culture. Voilà ce que l'économie positive. La fondation dont je m'occupe a comme fonction à la fois de faire du plaidoyer et de l'action sur le terrain, parce que nous travaillons sur le terrain à aider les jeunes à créer leurs entreprises un peu partout à travers le monde, pour créer les conditions de préparer un avenir meilleur. Nous sommes très nombreux à faire ça à travers le monde. Et c'est le grand débat, je crois, idéologique de demain. Au fond, il y a deux idéologies, pour faire très court. Il y a une idéologie égoïste, narcissique, individualiste, à laquelle nous sommes tous tentés. On est tous tentés de dire, écoutez, les autres, c'est pas mon problème, je vais être heureux, je passe un week-end sympa, je n'ai pas besoin d'aller m'occuper des autres. Et dans toutes les dimensions de notre vie, on est tenté par ça. Puis une deuxième dimension qui est altruiste. Et je pense qu'il y a un grand combat entre ces deux idéologies qui va devoir progressivement, je pense, la victoire de l'altruisme, quand on aura compris que c'est la meilleure façon d'être égoïste, c'est d'être altruiste. Premièrement, j'ai intérêt à être altruiste parce que c'est le bonheur des autres qui aide mon bonheur personnel. J'ai intérêt à ce que les autres soient en bonne santé parce que sinon ils sont contagieux et je suis malade. J'ai intérêt à ce que l'Afrique soit bien développée parce que sinon ils vont débarquer par dizaines de millions en Europe. Pour faire tous les discours que vous voulez, on a intérêt à être altruiste. C'est ce que j'appelle l'altruisme rationnel. J'ai rationnellement intérêt à être altruiste. Puis après, quand vous êtes altruiste de façon rationnelle et intéressée, vous finissez par découvrir qu'être altruiste de façon désintéressée, c'est génial. Parce qu'on reçoit énormément, non pas de ceux à qui on donne, mais du fait de donner. Par exemple, quand moi je fais un cours ou une conférence, j'apprends énormément, non pas seulement par les questions que vous me posez, par le fait qu'en parlant à haute voix, il vient des idées que je n'aurais pas eu autrement. Et donc, le fait de donner, c'est une façon de recevoir. Et ça, il faut un peu de temps pour le comprendre. Pour retourner à une vision un peu plus pragmatique de votre économie Merci positive. de dire que je suis dans la théorie après. Vous déclarez que l'Islande est le pays à l'économie la plus positive de l'OCDE. Mais quels sont les indicateurs qui vous permettent de déclarer ça? Alors, merci de dire ça. Pour rendre en effet les choses très concrètes, on a commencé dans cette fondation à créer des indices de positivité et on mesure la positivité des nations, puis on va le faire pour les entreprises et pour les territoires. Et on mesure maintenant depuis 6 ans la positivité des nations. Alors on ne le fait que pour les pays de l'OCDE parce qu'on ne sait pas mesurer pour les autres. Dans la plupart des autres pays, il n'y a pas les statistiques, ou comme c'est des dictatures, les statistiques sont tordues et plus ou moins imaginaires. Donc on mesure depuis 6 ans la positivité. La positivité, c'est, il y a un nombre d'indices. Si vous allez sur le site de Positive Planète, vous trouverez les 40 et quelques indicateurs qu'on utilise. C'est assez facile à deviner, hein. C'est la part de l'investissement, le niveau de la dette publique, l'importance de l'environnement dans le budget national, l'égalité homme-femme, la politique démographique, la lutte contre la corruption, la transparence, etc. Et on fait un cocktail avec tous ces indices et on classe les pays. Et en effet, cette année, mais ce n'est pas le cas tous les ans, cette année, le pays qui est en tête, c'est l'Islande. Ensuite, il y a tous les pays scandinaves. Et sur 38 pays, la France est 21e, c'est pas génial.
juste derrière l'Allemagne, et les États-Unis sont devant pour des raisons de démographie, alors que beaucoup de mauvais critères. Et les derniers pays sont Turquie, Grèce, Italie et Japon. Essentiellement pour des raisons démographiques et de coaching. Mais vous placez des petits pays comme l'Islande ou les pays nordiques en tête de classement. Oui. Est-ce que vous pensez que ce sont des modèles exportables? Oui. D'abord, c'est la preuve que c'est pas parce que vous avez des dépenses publiques élevées que vous avez forcément une catastrophe, contrairement à ce que dit la droite française ou les droites dans le monde. Une dépense publique élevée, ça peut être un très bon modèle. D'autant plus que quand vous n'avez pas une santé financée par l'impôt, elle est financée par les assurances privées, ce qui coûte plus cher encore. Donc, les critères sont très peu. Oui, rien n'est exportable. Tel que l'Islande est un pays de 300 000 habitants. Vous n'avez pas transposé un modèle de 300 000 habitants. Et en plus, l'Islande est aujourd'hui un pays formidable, mais si vous regardez ça il y a 10 ans, l'Islande a été tombée en faillite, parce que c'était la principale victime de la bulle financière, et l'Islande a envoyé en prison tous ses banquiers. Ils les ont envoyés, donc c'est un bon signe de santé démocratique. Mais il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le meilleur pays. Donc on peut se relever. Alors, à chaque fois, il faut prendre des leçons. Il est certain que les pays d'Europe du Nord, pour des raisons culturelles assez profondes, sont des pays assez éloignés de l'ambition de pouvoir, de l'ambition de... Il y a un autre pays d'ailleurs qui est dans les premiers, qui est aussi un pays d'Europe du Nord, mais enfin, de l'Europe du Nord des antipodes. C'est la Nouvelle-Zélande. C'est la même chose que l'Europe du Nord, mais c'est de l'autre côté. Pourquoi est-ce que les pays des antipodes sont... Sans doute parce que, mais je fais une explication trop caricaturale, ils sont loin de l'ambition de la concurrence du grand puissance. Donc ils sont plus occupés par la durée d'eux-mêmes hors d'une ambition globale, sans être fermés au monde, très ouverts au monde. Mais en même temps, ils ont cette recherche de la pérennité qui est aussi liée au fait que, étant des petits pays, ils sont extrêmement fragiles aux invasions, aux concurrences mineures, et donc il faut vraiment penser long terme. Et penser long terme, pas seulement en disant j'ai l'arme nucléaire donc je suis tranquille. Ils n'ont pas l'arme nucléaire. Donc ils peuvent être tranquilles que s'ils pensent vraiment éducation, santé, environnement, stabilité sociale. Pour revenir à la France, est-ce l'économie positive en France, est-ce un mouvement en marche? Le gouvernement actuel est-il un gouvernement positif? Et quelles mesures sont positives? Oui, je pense qu'il y a dans le gouvernement actuel une grande priorité qui est donnée à ça. D'abord parce que, vous avez dit, la proximité intellectuelle que je peux avoir avec l'actuel président de la République, mais en même temps, il suffit de regarder, et si on veut regarder de façon objective, j'ai remis au président de la République précédent le rapport d'une commission sur l'économie positive, qui avait été préparé par une très vaste commission. Vous avez un certain nombre de propositions qui étaient remises, et on retrouve beaucoup de ces propositions dans l'action de l'actuel gouvernement. Une des premières propositions, c'est le dédoublement des classes maternelles dans les quartiers en difficulté pour justement prendre en compte l'action des générations, la préparation des générations futures. Cette mesure est déjà prise. Une deuxième, c'était la création du champ des générations futures. C'est pas fait, mais c'est annoncé comme un fait. D'ailleurs, c'est fait dans certaines villes de Paris. La troisième, c'est pour que les entreprises puissent décider en tenant compte d'autres choses que l'intérêt des simples actionnaires, des autres partenaires, y compris les générations suivantes, il faut changer un article du code, je crois que c'est 1380, qui dit, je crois que c'est 1380, mais je me trompe peut-être, pour vérifier. Un article du code qui dit qu'une entreprise, c'est un regroupement de capitaux. Et évidemment, si l'entreprise n'est qu'un regroupement de capitaux, les gens qui gèrent l'entreprise n'ont pas de compte à rendre à autre chose que détenteurs de capitaux. Donc il faut changer cet article de code pour que l'entreprise soit... Alors ça existe déjà pour les entreprises sociales, les ONG, qui ne sont pas actionnaires, mais cet article, et le président actuel, quand il était ministre, avait déjà essayé de faire cette réforme, pour des raisons constitutionnelles, à l'époque il n'avait pas pu le faire, mais je sais que c'est aujourd'hui, il a annoncé une mesure qui le prend. On peut prendre beaucoup de choses, la priorité à l'environnement en est une, la priorité à la formation tout au long de la vie, la réforme qu'on attend sur la formation professionnelle. Moi j'attache une importance extrême à la formation des chômeurs, qui me paraît absolument fondamentale pour les conditions de l'avenir meilleur. Donc 6 mois après le lancement de ce gouvernement, sous bénéfice d'un caractère positif.
Vous écrivez, vous nous avez parlé de l'enjeu de passer à une hyperdémocratie, accordant le droit de vote aux générations suivantes. Mais donc, vous en avez reparlé là, comment définir la volonté des générations suivantes? Quelle forme prendrait cette assemblée des générations suivantes, notamment à Paris, peut-être que vous pouvez nous expliquer. Et est-ce qu'elle a un réel poids politique? C'est en effet une question très difficile. Encore une fois, si la démocratie ne crée pas ce genre de mécanisme, c'est une dictature qui fera. Une dictature, regardez d'ailleurs, quels sont les pays qui marchent le mieux aujourd'hui? La Chine, la Russie, l'Inde, qui n'est pas vraiment une démocratie, même si on apparemment s'en est une. Je vais peut-être choquer quelqu'un en disant le Vatican, c'est pas une démocratie, mais qui ont une vision longue. Est-ce que nous pouvons faire en sorte d'avoir une vision longue en étant des démocraties? C'est en effet extrêmement difficile de faire en sorte que le Parlement, qui est une génération suivante. Alors on peut le faire, notamment dans le Parlement, que le Parlement fasse ça. On peut aussi dire, faisons, d'abord, donnons au Parlement les moyens de juger les conséquences à long terme de ses actes. Il n'y a aujourd'hui aucun mécanisme, alors ça fait longtemps qu'on dit que ça doit exister, qui fait que quand on a un projet de loi, on ne peut pas d'un coup de baguette magique savoir avoir une estimation, même en se trompant, des conséquences à 20 ans du projet de loi en question, même en se trompant, parce que quand on dit on agit en fonction des générations suivantes, on n'est pas infaillible, on peut se tromper, bien sûr qu'on va se tromper. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir, donc on peut essayer de deviner. Quand un parent agit dans la vie de ses enfants, si un père dit ou une mère dit écoute, il faut absolument que tu fasses des études de carrossier pour diligence, il va se tromper parce que le métier n'existe plus, donc on peut se tromper quand on prévoit l'avenir. Donc il faut savoir qu'on peut se tromper, mais quand même le faire. Donc déjà, disposer des moyens d'agir. On ne les a pas. On n'a plus d'institutions qui font encore. Le minimum, ce serait faire un plan. Le maximum, ce serait d'avoir en permanence. Et je pense que s'il y avait une chambre spéciale, consultative, on va lui demander d'être plus impératif que le chambre de qui débattrait les projets de loi en ayant tous les moyens de se dire moi je parle pendant 20 ans. Qu'est-ce que les gens dans mon temps, dans 20 ans, vont penser de ce qui se passe maintenant? Ça change la perspective. Et ça pousse à regarder les textes de loi, les décisions. Encore une fois, c'est ce que les parents normaux font avec leurs enfants. Ils regardent leurs études en se disant, j'espère que vos parents, d'ailleurs, si vous êtes là, c'est pas forcément, mais souvent on connaît ça. Parce que les parents se sont dit, qu'est-ce que je peux faire pour que dans 20 ans, les enfants réussissent leur vie au mieux possible? Souvent, les enfants réussissent contre les parents. Je connais bien les contre-exemples. Les parents étaient tragiques, les enfants magnifiques. Mais en gros, il y a comme un intérêt à avoir des parents qui pensent le long terme. Et je pense que s'il y avait une telle chambre consultative, comme le Sénat, qui est au bout de la route et consultatif, dans l'intérêt des territoires, ce serait un élément important. La chambre des générations futures à Paris, elle vient d'être créée. On n'a pas encore son impact. Et alors que les jeunes générations sont souvent désabusées vis-à-vis du pouvoir politique, en recul, se désengagent politiquement, est-ce que vous avez vraiment confiance dans la jeunesse d'aujourd'hui pour cette mission? Est-ce qu'ils sont, à votre avis, suffisamment engagés pour cela? Combien d'entre vous sont membres de partis politiques? Je ne sais pas lequel. Deux. Combien d'entre vous ont été candidats à une élection? Combien d'entre vous sont membres d'un syndicat? Alors, franchement, shame on you. Tous. Si vous voulez que le monde change, allez-y, militez, faites quelque chose. Mais ne demandez pas au monde d'être meilleur si vous ne faites pas quelque chose pour qu'il soit meilleur. Vous êtes responsable de la vie des astres. Si vous n'êtes pas vous. Combien d'entre vous travaillent dans une ONG? Aucun. 2, 3. Affreux. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle. Vous voulez peut-être pas leur parler, mais on va quand même passer aux questions de la salle. Donc, qui veut se lancer? Alors, vous pouvez lever la main. Alors, monsieur Attali, j'ai une question.
Parle bien fort. Vous êtes de gauche, M. Mélenchon aussi, Corbyn aussi en Grande-Bretagne, et ils parlent beaucoup d'une économie justement qui marche pour les générations futures. Est-ce que vous pensez que leur politique économique de gauche soit la bonne, pour justement préparer au futur? J'ai beaucoup de points d'accord avec M. Mélenchon sur certains points, mais pas sur la philosophie d'ensemble. Je suis pas d'accord quand il parle de la francophonie, quand il parle de la mer, quand il parle de l'éducation professionnelle, il y a certains domaines. Mais son discours d'ensemble me semble conduire à une fermeture du pays, à un refus des institutions européennes, même s'il dit le contraire, qui me paraît totalement conduire le pays à l'isolement du reste du monde qui me paraît ne pas avoir de sens. Je l'ai dit d'ailleurs à M. Mélenchon dans un débat télévisé il y a quelques années. Je dis, moi je serais d'accord avec le système qu'il propose, mais à l'échelle de la planète, pas à l'échelle d'un pays. Pourquoi d'ailleurs je crois beaucoup qu'il faut construire l'Europe? Parce que l'Europe forte peut faire des choses qu'en France on ne peut pas faire tout seul. Et en particulier l'Europe sociale. Quant à Corbyn, il est pour le Brexit, il est ouvertement trotskiste, pour une nationalisation générale de l'économie. Je pense qu'il est à côté de ce qu'il faut faire. La sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, qu'il souhaite, la fermeture de la City de Londres. Tout ça, c'est extrêmement bon pour le reste des autres pays européens, mais c'est pas génial pour la Grande-Bretagne. Donc moi, je suis pour une... Il y a une différence entre la société idéale et la société possible de son temps. Moi, je suis pour une social-démocratie à l'échelle du continent européen. Des institutions européennes fortes, un budget européen fort, une redistribution des richesses en Europe forte, vraiment une unification des marchés en Europe. Je suis pour un accueil massif de réfugiés, massif. Je pense que si on accueillait 1% de la population européenne par an en Europe, ce serait très bon pour l'Europe. Ça veut dire 5 millions de personnes. On crie quand on accueille 200 000. Je suis pour cette générosité-là, mais je suis aussi parce que c'est bon pour nous, c'est ce qu'on appelle la souris intéressée. Je suis aussi pour qu'on fasse une énorme politique de développement en Afrique pour créer les conditions pour qu'il n'ait pas envie de venir. Voilà. Pour moi, une politique sociale de gauche aujourd'hui en Europe, c'est d'abord une politique européenne. Et ni M. Corbyn, ni M. Mélenchon ne sont favorables à cette évolution. Bonsoir, merci pour votre question. Encore une fois, je vais reprendre ce que mon collègue a dit précédemment. Vous êtes-vous considéré comme de gauche? Et vous avez parlé tout à l'heure de l'influence grandissante du marché sur la plupart des secteurs, tous les secteurs. Vous avez cité l'éducation, la santé, même la sécurité. Donc on peut dire en gros que l'économie est et ne va devenir que de plus en plus libéralisée. Mais du coup, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des domaines pour lesquels l'État doit garder le contrôle exclusif? Et si oui, lesquels sont-ils? Ou alors est-ce qu'on peut se permettre que le marché prenne le contrôle sur tout et que l'État s'efface? Très bonne question. Oui, l'État doit garder le contrôle absolu pour moi sur plusieurs domaines. D'abord, évidemment, les domaines qu'on appelle de souveraineté, c'est-à-dire la défense, la police, la justice, donc il n'y a pas de justice privée, et qu'on ne croit pas que ça soit exact. Ça existe aujourd'hui parce que les entreprises font de plus en plus des contrats où ils renvoient le jugement de leur discussion, non pas à un tribunal, mais à un camp d'arbitrage privé. Il y a des risques que la justice, pour l'essentiel des affaires, parce que je suis pour sanctuariser la justice, sanctuariser la défense, pas d'armée privée, la police, pas de milice privée. Je suis pour une sanctuarisation de la santé. Je pense que le système de santé public, nationalisé, ou, comme il est en France, ou avec des médecins qui sont pour l'essentiel dépendants de l'État par le pied de la sécurité sociale, est la meilleure des choses. C'est le système. Il faut absolument sanctuariser ça. Et d'ailleurs, ça marche très bien en France. Ça ne marche pas bien en Angleterre parce que c'est mal géré. Ça marche très bien au Canada parce que c'est mal géré. Ça marche très bien en Suède parce que c'est géré. Question. Je suis pour, comme un cœur absolument majeur, la sanctuarisation de l'éducation. Non pas que je sois contre l'éducation privée, mais je suis pour une éducation. J'admets une éducation privée quand elle est totalement sous contrôle de l'État, quand elle programme. Et les écoles privées en France ne sont pas privées, elles sont privées en apparence, mais en réalité, les mêmes programmes, les profs sont payés par l'État. On peut appeler ça privé, même la police est appelée libre. Bon, c'est une connotation absurde, c'est pas libre. L'État paye les profs et les filles les programmes. C'est ça comme vous voulez,
c'est juste une autre école, avec un peu différente pédagogie. Donc moi je suis pour le maintien, et je suis pour aussi une sanctuarisation de la langue. Je pense qu'il doit être absolument interdit en France, dans l'école et dans les services publics, d'autoriser qu'on parle une autre langue que le français. Parce que pour moi, à la fois c'est le cœur de la nation, et ensuite c'est accessoirement un instrument majeur, parce que la francophonie il donne potentiellement un marché aussi important que l'Europe. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs aller vers une création d'une union francophone aussi intégrée que l'Union européenne. Si vous sanctuarisez défense, sécurité, affaires étrangères, police, justice et école, l'école, pour moi, ça s'arrête pas maintenant. Hein. Une bonne école, je ne sais pas si c'est le cas de la vôtre, je vais vous dire, mais une bonne école, c'est une école qui connaît ses étudiants depuis 10 ans et qui sait où ils sont pendant 30 ans. Et qui leur propose tous les ans de la formation permanente. Et laisse pas la formation permanente à des boîtes privées qui font tout et n'importe quoi. Encore une fois, la sanctuarisation de l'éducation. La formation. Vous savez bien que ce que vous apprenez ici n'aura qu'un intérêt dans 5 ans. Allez, disons dans 10 ans si on veut être gentil. Mais je vous dis, c'est dans 5 ans. Même en stats, même en proba, même en maths, dans 5 ans c'est dépassé. Je sais, j'ai essayé de me tenir à jour et vraiment il faut travailler pour se tenir à jour. Donc, si votre université, votre école ne vous tient pas à jour, vous êtes mort. Autant pas faire d'études. Allez faire des foot tout de suite. Donc, l'université doit suivre ses élèves tout au long de leur vie. Donc la formation permanente fait partie de l'éducation. Ça aussi, à mon avis, ça doit être sanctuarisé. Ce qui veut dire accessoirement que les 35 ou 40 000 boîtes de formation permanente privée qui existent aujourd'hui devraient être nationalisées. Je le dis, je le pense. Mais ça, évidemment, ça suppose des mutations tout à fait révolutionnaires. Rassurez-vous, ou rassurez-vous, ça ne se fera pas. Bonsoir. Vous avez... Encore 2 questions, si vous voulez. Et je crois avoir entendu que des questions de garçons. Vous nous avez encouragé à agir et à être utile. Selon votre expérience, à quel point est-ce possible d'avoir un impact au sein des gouvernements qui sont changeants ou au sein des organismes internationaux où parfois s'affrontent des intérêts divergents? Une question de circonstances, vous pouvez vous trouver. Et les circonstances, ça se saisit. Si je vous racontais plus longuement ma vie, vous saurez que personne m'a donné ma chance tout seul, je l'ai prise. Il faut de la passion, il faut de l'envie, il faut de la force de conviction. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et surtout, il ne faut pas se résigner. Il ne faut pas considérer que la résignation est une rationalisation de l'appareil. Vous avez entendu ça? Tenez en compte. 2 dernières questions. Question d'une fille, non Caroline. Vous appelez l'économie positive, une économie qu'on pourrait dire du développement durable. L'économie du développement durable fait partie de l'économie positive, mais l'économie positive c'est plus vaste puisque ça concerne la durabilité non seulement écologique, et quand on parle de développement durable on parle que d'écologie, mais c'est aussi l'économie socialement durable. D'où l'importance de l'éducation, de la justice sociale. Parce que si vous n'êtes pas juste socialement, vous n'êtes pas vraiment positif. Vous ne travaillez pas dans l'intérêt des nations du monde. Vous pouvez avoir une économie durable qui s'occupe que des castors, des pandas et du climat, mais qui n'est pas durable d'un point de vue social et économique. Le social étant le pilier du développement durable. Du développement positif. Vous savez, les mots veulent dire ce qu'on décide qu'ils veulent dire. Le développement durable, c'est que l'écologie. C'est le recyclage, c'est l'environnement, c'est très important. Mais pour moi, c'est qu'un des piliers. Dernière question. Oui. Vous aviez parlé du fait de considérer son existence sous l'angle de la vision qu'on avait il y a 5 ans. Pensez-vous que pensez-vous que la même chose doit se dire d'une nation? Pensez-vous par exemple qu'on doit se considérer la manière dont la France du XVIIIe ou du XIXe siècle le considérait? Très intéressante question. Oui, je pense que j'ai jamais pensé à ça. Vous voyez, je suis pas venu pour répondre. Très intéressante question. Oui, bien sûr, même si, et ça va mener sûrement à exprimer les choses différemment, parce qu'on pourrait penser que votre
discours pourrait conduire à dire pureté ethnique, il faut penser à ce qu'on était au XVIIIe siècle, donc les Italiens, les Polonais, les Juifs, les musulmans, les Africains circulaient, ne ressemblaient pas à ce que j'étais au XVIIIe siècle. Mais si vous voulez dire les valeurs de la France du XVIIIe siècle, ce que moi j'ai appris dans un livre, le génie français, oui bien sûr. Mais savoir ce qu'on était au XVIIIe siècle, alors il y a les meilleurs et les pires, comme un enfant de 5 ans, c'est aussi parfois un monstre. Oui, ce qu'on était au XVIIIe siècle, c'est Diderot, c'est Rousseau, c'est Molière, c'est Voltaire, c'est Beaumarchais, c'est la grandeur du parti de la Révolution, il faut tamiser, il faut choisir ce qu'on a. Mais oui, il faut connaître l'histoire et tout ça, l'utopiser, c'est le mot que j'invente à l'instant, pour créer des conditions tirer le meilleur du génie français pour le porter plus loin. En tout cas, garder le génie français. On a beaucoup de chance d'être français. Et je vous assure, vous qui allez voyager maintenant beaucoup dans le monde, vous allez voir combien on est privilégié, jalousé, admiré, et donc on a une grande responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos réponses et encore merci d'être venu jusqu'ici pour débattre avec nous. Pour ceux qui veulent, il y a un buffet qui nous attend dans le hall de l'école. Bah oui, mon anniversaire.